La brume lourde et glaciale recouvrait le champ d'Austerlitz comme une mer silencieuse prête à engloutir toute vie. En quelques instants, les canons français, précis et implacables comme la pensée de Napoléon, déchiraient l'air avec une régularité qui annonçait déjà une logique derrière le chaos. Napoléon, esprit froid et calculateur, se tenait immobile sur une hauteur, son regard fixe, analysant chaque mouvement comme une équation déjà résolue. Son visage ne trahissait aucune émotion, seulement une concentration absolue, celle d'un homme qui ne laisse aucune place au hasard. En contrebas, le tsar Alexandre avançait avec une énergie brûlante. Jeune souverain, porté par l'ambition et la certitude que cette journée scellerait sa gloire. Son attitude traduisait une confiance presque instinctive, celle d'un dirigeant convaincu que la supériorité numérique suffisait à écraser son adversaire. Un peu en retrait, Kutuzov observait avec lenteur et gravité, esprit prudent marqué par les années, percevant dans cette situation une menace invisible. Ses yeux fatigués lisaient le champ de bataille différemment, cherchant non pas la victoire immédiate, mais les signes d'un piège dissimulé. L'armée française, disciplinée mais volontairement exposée, semblait fragile, étirée comme une ligne prête à se rompre sous la pression ennemie. Chaque faiblesse visible avait été pensée, chaque recul calculé, chaque silence intégré dans une stratégie plus vaste. Les forces alliées avançaient alors avec assurance, persuadées de voir enfin l'empereur français vaciller sous leur pression combinée. Pourtant, derrière cette illusion de déséquilibre, l'esprit de Napoléon construisait un piège dont chaque détail dépendait du comportement de l'ennemi. La brume, complice silencieuse, dissimulait les véritables intentions et transformait le champ de bataille en théâtre d'illusions. Dans cet instant suspendu entre confiance et erreur, le destin de milliers d'hommes se jouait déjà sans qu'ils en aient conscience. Et au cœur de ce silence tendu, une seule interrogation dominait l'histoire en marche. Un stratège pouvait-il réellement manipuler la réalité au point de forcer ses ennemis à choisir eux-mêmes leur destruction? La tension qui flottait au-dessus de Yorktown semblait désormais se transformer en un ordre invisible, que chacun comprenait sans qu'il soit prononcé. Les lignes britanniques restaient solides. Mais leur immobilité trahissait une contrainte que même la discipline ne pouvait plus dissimuler. Dans les camps alliés, une activité silencieuse mais méthodique s'organisait comme une mécanique parfaitement orchestrée par le destin. Le général Rochambeau supervisait chaque préparation avec une rigueur qui reflétait l'expérience et la prudence de la France militaire. Il savait que la victoire ne dépendrait pas de la force brute, mais de la précision des mouvements et du contrôle du temps. À ses côtés, Washington avançait entre les positions avec une détermination calme, conscient que son avenir dépendait de cette coordination fragile. Chaque décision semblait peser davantage que la précédente, comme si le sol lui-même enregistrait les choix des hommes. Sur la mer, l'amiral de Grasse maintenait une position stratégique essentielle, verrouillant les accès avec une patience calculée. Sa présence empêchait tout échappatoire maritime, transformant l'océan en un espace entièrement maîtrisé par la stratégie française. Ce contrôle progressif des environs donnait à l'ensemble de l'opération une cohérence presque inévitable dans son déroulement. Dans Yorktown, le général Cornwallis observait cette évolution avec une attention croissante, comprenant que la situation se resserrait lentement autour de lui. Ses forces restaient disciplinées, mais l'espace de manœuvre diminuait à mesure que les lignes adverses se coordonnaient. Ce n'était pas une rupture brutale, mais une fermeture progressive et méthodique du théâtre d'opération. Pour nous, simples observateurs portés par la fierté nationale, cette organisation révélait la maîtrise croissante de la stratégie française. Chaque mouvement semblait répondre à un plan plus vaste, où rien n'était laissé au hasard ni à l'improvisation. Le rôle de la France apparaissait alors avec une clarté nouvelle, non pas comme une force secondaire, mais comme un pilier décisif. Car sans la coordination navale de Grasse, aucune avancée terrestre n'aurait pu atteindre une telle cohérence. Et sans la rigueur de Rochambeau, l'élan allié aurait perdu son équilibre face à une puissance britannique encore redoutable. La ville de Yorktown devenait ainsi le centre d'une convergence stratégique où chaque acteur dépendait des autres. Même le silence entre les mouvements semblait chargé de sens, comme si l'histoire retenait son souffle avant un tournant majeur.
Dans cette attente prolongée, je ressentais une fierté profonde en voyant la France jouer un rôle si déterministe dans cet équilibre fragile. Mais cette fierté était aussi accompagnée d'une lucidité nouvelle, celle de comprendre que toute victoire exige une coordination parfaite. Et que dans ce théâtre de décision, chaque erreur aurait pu transformer l'espoir en déséquilibre irréversible. Ainsi, la situation continuait de se resserrer lentement, sans éclat mais avec une précision implacable. Comme si Yorktown elle-même devenait le point où toutes les forces de l'histoire convergeaient enfin vers leur résolution. À mesure que les positions se refermaient autour de Yorktown, une tension plus profonde s'installait, non plus seulement militaire, mais presque historique, comme si chaque mouvement écrivait une page irréversible du destin. Les forces alliées, désormais parfaitement coordonnées, commençaient à avancer avec une précision méthodique qui transformait le champ d'opération en un espace entièrement structuré. Le général Rochambeau supervisait cette progression avec une attention constante, veillant à ce que chaque unité conserve sa cohésion et sa discipline. Washington, de son côté, observait cette évolution avec une gravité silencieuse, conscient que chaque étape rapprochait son rêve d'une réalité possible mais encore fragile. Sur la mer, l'amiral de Grasse maintenait le contrôle des accès stratégiques, empêchant toute tentative de renfort ou de retrait par voie maritime. Cette maîtrise du terrain naval donnait à l'ensemble de l'opération une stabilité nouvelle, comme si les éléments eux-mêmes avaient été intégrés au plan. Dans Yorktown, le général Cornwallis ressentait progressivement le resserrement de cette stratégie globale, observant la diminution de ses options sans rupture brutale, mais avec une évidence croissante. 48, ses positions restaient organisées. Mais l'espace autour d'elle se transformait en une zone de contrainte où chaque décision devenait plus difficile. Les mouvements alliés ne cherchaient pas la précipitation, mais une progression régulière et structurée qui limitait progressivement toute initiative adverse. Pour moi, témoin de cette dynamique, il devenait clair que la force de la France résidait autant dans la coordination que dans la puissance militaire elle-même, car c'était l'équilibre entre la terre et la mer, entre Rochambeau et de Grasse, qui donnait à cette opération sa cohérence exceptionnelle. Chaque journée renforçait cette impression que les événements ne subissaient plus seulement l'histoire, mais la suivaient avec une forme d'inévitabilité. Les lignes britanniques, bien que toujours organisées, semblaient désormais évoluer dans un espace de plus en plus restreint et surveillé. Cette réduction progressive de leur marge d'action ne résultait pas d'un affrontement direct, mais d'un encerclement méthodique et silencieux. Dans ce contexte, les décisions de commandement prenaient une importance capitale, chaque choix influençant immédiatement la configuration générale du terrain. Washington et Rochambeau coordonnaient leurs efforts avec une discipline remarquable, illustrant une alliance où la confiance devenait un facteur stratégique essentiel. La France, par sa présence et son organisation, jouait un rôle central dans cette transformation de la situation, donnant à l'ensemble une direction claire. Et pourtant, malgré cette progression constante, rien n'était encore terminé. Car toute stratégie reste vulnérable tant que son dénouement n'a pas été atteint. C'est dans cette phase intermédiaire que la tension atteignit son niveau le plus subtil, entre maîtrise et incertitude. Chaque heure renforçait l'impression que Yorktown devenait un espace où le temps lui-même participait à la stratégie. Et dans ce silence chargé d'attente, je comprenais que nous approchions d'un point où l'histoire ne pourrait plus reculer. À ce moment précis, Yorktown semblait suspendu entre le silence et l'issue inévitable d'un processus historique qui avait déjà commencé à se refermer sur lui-même. Les forces alliées avaient atteint un niveau de coordination où chaque mouvement terrestre répondait à une logique globale, Đây là parfaitement dấu chấm hết cho sự synchronisée kiểm soát của Anh avec les đối với các opérations thuộc địa. maritimes. Le général Rochambeau observait cette convergence avec une concentration totale, conscient que l'équilibre de toute l'opération reposait désormais sur la précision des dernières étapes. Washington avançait dans cet espace stratégique avec une gravité croissante, comprenant que le moment décisif approchait sans qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Sur la mer, l'amiral de Grasse maintenait sa position avec une maîtrise constante, assurant la fermeture complète des routes maritimes essentielles. Cette maîtrise transformait progressivement Yorktown en un espace entièrement isolé, où chaque option devenait de plus en plus limitée. Dans la ville,
Le général Cornwallis observait cette situation avec une lucidité croissante, percevant que l'environnement opérationnel avait atteint un point critique. Ses forces restaient organisées, mais absentes de perspective extérieure, modifiaient profondément la dynamique stratégique de la situation. Les lignes alliées poursuivaient leur progression méthodique, consolidant chaque position avec une rigueur qui ne laissait place à aucune improvisation. Chaque étape de cette avancée renforçait l'idée que la stratégie française jouait un rôle déterminant dans la structuration de l'ensemble du théâtre d'opération. La coordination entre terre et mer atteignait une forme d'équilibre presque parfaite, où chaque élément renforçait la cohérence de l'autre. Dans ce contexte, la tension ne venait plus de la confrontation directe, mais de l'implacable logique d'un système qui se refermait progressivement. Pour moi, observateur porté par la fierté nationale, il devenait évident que la France occupait ici une place centrale dans le déroulement des événements, non pas par la seule force, mais par la capacité à organiser, structurer et soutenir une stratégie d'ensemble d'une grande précision. Le temps semblait s'étirer dans une attente contrôlée, où chaque instant rapprochait davantage l'opération de sa conclusion naturelle. Washington et Rochambeau coordonnaient leurs efforts, avec une sérénité qui traduisait la maturité d'une alliance désormais pleinement fonctionnelle. La mer et la terre ne formaient plus deux espaces distincts, mais un seul système interdépendant guidé par une même logique stratégique. Et dans cette convergence progressive, Yorktown devenait le point central d'un processus historique qui dépassait les individus eux-mêmes. Le sentiment dominant n'était plus incertitude, mais la conscience d'une transformation irréversible en cours. Chaque regard, chaque position, chaque mouvement semblait désormais participer à l'écriture silencieuse d'un dénouement déjà engagé. Et dans ce calme chargé de sens, je compris que nous approchions du moment où l'histoire ne serait plus en attente, mais en accomplissement. Lorsque le moment décisif arriva enfin, Yorktown entra dans une phase où le poids de l'histoire devint plus fort que celui des armes elles-mêmes. Les forces britanniques, désormais complètement isolées dans leur position, durent accepter la réalité d'une situation qui avait échappé à tout contrôle stratégique. Le général Cornwallis, face à l'évidence de l'issue, prit la décision qui marqua la fin de cette campagne, non pas dans la précipitation, mais dans la reconnaissance d'un équilibre devenu impossible à maintenir. Cette conclusion ne fut pas seulement militaire mais profondément historique, car elle transforma l'ensemble du rapport de force entre les puissances en présence. Pour les forces alliées, cette issue représentait l'aboutissement d'une coordination rare entre la terre et la mer, entre Washington, Rochambeau et l'amiral de Grasse. Chaque acteur avait joué un rôle essentiel dans une mécanique stratégique d'une précision exceptionnelle, où aucune partie n'aurait pu réussir seule. Pour moi, simple témoin de cette époque, la scène avait une dimension presque irréelle, comme si le monde venait de changer d'équilibre sous nos yeux. La France, par son engagement, avait démontré une capacité décisive à influencer le cours des événements à une échelle bien plus large que celle d'un simple conflit. Mais au-delà de la victoire, il y avait aussi la conscience que chaque succès historique porte en lui les germes de nouveaux défis à venir. Car en aidant à transformer l'équilibre du monde, la France avait également contribué à l'émergence d'un nouvel acteur majeur sur la scène internationale. Washington apparaissait désormais comme le symbole d'une nation en devenir, portée par une alliance qui avait rendu possible ce moment fondateur. Rochambeau,